Les rêves et la vie de Étienne Perrault, édition La Fontaine de Pierre. Voilà, vous êtes bien sur quel livre lire? Alors là, c'est un livre qui a été récupéré. Je ne crois pas qu'il soit de nouveau édité, car c'est assez particulier comme livre. C'est pas vraiment un livre sur l'interprétation des rêves. De toute façon, même les livres sur l'interprétation des rêves sont très sur des symboles, en disant, voilà, sur des anciens schémas de symboles. Et je ne crois pas que notre inconscient soit ancré sur les symboles. Voilà, parce que là, par exemple, des fois, il parle de symboles latins, de symboles chinois. Le chinois symbolise euh, comme le Yi King, la sagesse et tout ça. Bon, écoutez, je ne crois pas que quand vous rêviez d'un chinois, c'est forcément dans, que ça symbolise forcément ça. Et c'est un livre qui est très intellectualisé sur les symboles. Voilà, alors c'est agréable de le lire si vous vous intéressez aux symboles. Mais vraiment, les rêves, quand ça interprète les rêves comme ça, moi je trouve que c'est n'importe quoi. Voilà. Enfin, ça c'est mon opinion propre. Vous ferez votre opinion sur le livre si vous avez envie de le lire, ou si vous le trouvez par hasard dans un vide-grenier ou quoi. Je vais vous lire un extrait. Donc ce livre, c'est pas vraiment, c'est pas un livre romancé, à vrai dire, c'est la retranscription d'entretiens hebdomadaires qui sont réalisés sur France Inter, et ça date quand même de 1978 et 1979. C'est pour ça que c'est quelque chose que j'ai dû récupérer quelque part. Je ne me souviens pas de l'avoir acheté. Et voilà, alors moi qui ai déjà lu, qui avait déjà le dictionnaire des symboles quand je travaillais, enfin quand je faisais un peu d'histoire de l'art, etc., je trouve pas qu'il apporte. Voilà, et puis même c'est France Inter, quoi, ça saoule, quoi. C'est bien peut-être pour les profs, mais moi c'est pas un truc qui me passionne. Voilà, vous trouverez en haut à droite un i avec d'autres livres sur ce thème-là. Et notamment, je vous parlerai du dictionnaire des symboles. Je vous dirai, par contre, ça c'est super. Le dictionnaire des symboles, je trouve ça super. Ne serait-ce que, bon, comme je peins, pour peindre, etc., je trouve que c'est bien. Euh, alors je suis directement à la lecture. Premier entretien, les nouveaux alchimistes. Donc, vous avez bien compris, des, euh, c'est des émissions radio qui sont retranscrites. Il y a Jacques Pradel, Henri Gougo, voilà, enfin, il y a plusieurs personnes qui parlent. Voilà, comme je vous ai dit, c'est quand même, ils donnent souvent des références de livres, et dans les références de livres, ils expliquent, voilà, ce qu'il y a voilà, il y a beaucoup de références. Enfin, moi, ça me, bon, je vais arriver quand même à faire cet audio. L'introduction, ça parle des nouveaux alchimistes. Et là, j'avais déjà lu cette notion-là. Eh bien, les oiseaux sont avec nous aujourd'hui. C'est l'alchimiste, c'est pas la vision comme on a, nous, de l'alchimiste qui transforme le plomb en or dans son atelier avec ses chaudrons, etc. Et avec des livres sur l'alchimie. L'alchimie, c'est autre chose, ce sont des paraboles, c'est des métaphores qui, au niveau psychologique ou de développement personnel, comme me disait une copine, tu sais transformer ce qui te plombe en or. C'est-à-dire que j'ai une autre chaîne YouTube où je transforme ce qui me plombe en or. Je fais des sketchs par rapport à ce que je vis, des choses qui sont lourdes pour moi à vivre, et que des fois je me dis, mais il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes choses. Donc on le transforme en sketch, et quelque part on le démystifie, et puis ça ne nous prend plus la tête. C'est une manière aussi de lâcher prise. C'est une bonne manière de lâcher prise. Et c'est comme quand vous êtes en colère. Vous pouvez être en colère. Si vous savez canaliser l'énergie et la transformer en énergie positive, cette colère, vous pouvez très bien réussir à faire un match, par exemple, contre votre adversaire, ou même créer, peindre de façon plus, enfin, parce que je peins de façon plus agressive, avec peindre au couteau. Vous pouvez sculpter. L'essentiel, c'est une énergie. L'essentiel, c'est comment vous allez la transformer.
Bon, alors voilà, bon, enfin, bon, je vous lis là le nouveau alchimiste parce que ça reparle de cette notion-là, l'introduction, et je me suis dit, tiens, ça me plaît bien ça. Donc, Henri Gougaud. Nous allons vous parler des alchimistes, en particulier des nouveaux alchimistes. Car il existe aujourd'hui une nouvelle alchimie. Mais d'abord, nous devons essayer de définir ce qu'est l'alchimie. Mais avant cela, il faut déchirer une fausse image. L'alchimiste au chapeau pointu, à la robe constellée de grosses étoiles et de croissants de lune, vous savez, l'alchimiste inquiétant, celui qu'a popularisé Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, qui, qui attisait ses fourneaux dans l'ombre des cathédrales gothiques, cet alchimiste-là n'a jamais existé, du moins au niveau qui nous intéresse. Alors qu'est-ce qu'un alchimiste? Eh bien, au premier degré, le plus simple, le plus vulgaire, j'emploie ce mot quoique je ne l'aime pas, l'alchimiste est un homme qui, par une série d'expériences obscures et subtiles dans son laboratoire, cherche à changer du plomb en or. Des livres, très difficiles à interpréter, de vieux grimoires décrivent ce cheminement. Il nous faut rappeler, avant d'aller plus loin, que l'origine de l'alchimie se perd dans la nuit des temps. On pense que les premiers alchimistes furent chinois ou égyptiens, alors que le terme alchimie est d'origine arabe. Mais je ne vais pas me lancer à la recherche des premiers alchimistes. Je risquerais de m'y perdre. Retenons simplement que leur science ou leur art est très ancien. On peut interpréter des livres d'alchimie de deux manières. La première est de les prendre au pied de la lettre. L'alchimiste a un laboratoire et dans ce laboratoire un fourneau, l'atanor, c'est ainsi que se nomme ce fourneau, sur lequel il fait cuire et recuire en la compliquant d'éléments chimiques divers ce qu'on appelle la prima materia, la matière première. Cette matière première, après maintes transformations, permet d'obtenir une poudre de projection, avec laquelle on peut changer le plomb en or, et aussi réaliser la pierre philosophale, qui est une sorte de, comment la définir, une sorte de soleil intérieur qui confère l'immortalité à celui qui le détient. Ajoutons que pour l'alchimiste, l'homme intérieur et le monde extérieur sont en perpétuelle communication. La transmutation des métaux s'accompagne d'une autre transformation qui est celle de l'homme, celle de l'alchimiste lui-même. Donc, tout au long des siècles, des hommes ont tenté d'agir sur la matière et par la même occasion de faire éclore en eux un nouvel homme, une nouvelle âme, si vous voulez. Cela triturant la matière et manipulant sans cesse des corps chimiques, ont inventé sans le faire exprès d'ailleurs, et en passant les rudiments de la chimie, et on dit aussi qu'ils ont véritablement changé du plomb en or. Mais peu importe, en définitive, car même si c'était vrai, cela ramènerait à des opérations de chimie ou de physique, mais non à l'alchimie telle qu'elle nous intéresse. L'alchimie en notre temps, c'est autre chose. Et c'est là qu'intervient la seconde manière d'interpréter les vieux grimoires. C'est une manière découverte, ou tout au moins retrouvée et divulguée par le philosophe psychanalyste suisse Jung. Les livres d'alchimie, dit Jung, sont essentiellement symboliques, oniriques même. Le fourneau de l'alchimiste, c'est lui-même. C'est l'être humain lui-même, l'énergie de son esprit. C'est son feu intérieur. La materia prima, la première matière, c'est son inconscient, révélé d'abord par ses rêves, et aussi sa vie quotidienne, qui, correctement interprétée, permettent de porter la lumière dans l'obscurité de cet inconscient, de faire monter l'inconscient à la conscience et de réaliser l'homme élevé des grimoires, l'homme conscient, au sens le plus fort du terme, l'homme total, la pierre philosophale en un mot. Tout cela peut paraître un peu compliqué à première vue, mais c'est important de s'y intéresser, car le vieux message alchimique
décodé par Jung, prend tout à coup, en notre XXe siècle, une force nouvelle. Il renaît de ses cendres. Un homme, un nouvel alchimiste, va nous en parler tout au long de l'émission. Il s'appelle Étienne Perrault. Nous allons lui donner la parole. Voilà. Eh bien, écoutez, donc là, ça c'était l'introduction. Alors après, il y a beaucoup d'explications. Voilà, si ce livre vous a plu, j'essaierai de vous trouver peut-être la référence exacte et un lien dans le descriptif. Les rêves et la vie de Étienne Perrault. Alors oui, après, il y a quand même dans le livre, alors il fait 335 pages par là. Il y a quand même dans les livres des expériences de rêve d'auditeurs et puis après c'est analysé avec tous les symboles, voilà. Et comme je vous ai dit, il faut prendre ce livre vraiment pour apprendre autre chose, plutôt dans les symboles que vraiment pour interpréter ses propres rêves. Ça c'est mon opinion propre, c'est pas toutes ces discours à l'époque ça a fait ça a plu, hein, c'est pour ça que ça a été retransmis, que l'émission radio a été retransmise par écrit, mais voilà, pour moi ça ne me parle pas, voilà. Surtout quand j'ai déjà lu des choses un peu dans ce style là, et puis voilà, vous avez vu un peu le style, hein, voilà, on vous met du vocabulaire, on vous explique que le chaudron, ça s'appelait comme ça, alors qu'on ne vous parle pas du tout de ça, quoi. Mais bon, c'est le côté intellectuel de vous mettre toujours des références, des références. Voilà. Allez, à bientôt sur Quel livre lire, et merci de mettre un j'aime si la partie lecture vous a plu, si vous avez appris quelque chose sur cette nouvelle notion d'alchimie. Au revoir.